L'homme invisible, d'après Herbert George Wells, interprétation Alain Guillot. Chapitre 1. Un étrange voyageur. L'étranger arriva en février, par une matinée brumeuse, dans un tourbillon de vent et de neige. Il venait à pied par la dune de la station de Bramblerhurst, portant de sa main couverte d'un gant épais une petite valise noire. Il était bien enveloppé des pieds à la tête, et le bord d'un chapeau de feutre mou ne laissait apercevoir de sa figure que le bout luisant de son nez. La neige s'était amoncelée sur ses épaules, sur sa poitrine. Elle ajoutait aussi une crête blanche au sac dont il était chargé. Il entra, chancelant, plus mort que vif dans l'auberge, et posant à terre son bagage. « Du feu !» s'écria-t-il. « Du feu par charité. Une chambre et du feu. » Il frappa de la semelle, secoua dans le bar la neige qui le couvrait, puis suivit Madame Hall dans le petit salon, sans autre préambule, et jetant 2 souverains sur la table, il s'installa dans l'auberge. Madame Hall disposa le feu et alla préparer le repas de ses propres mains. Un hôte s'arrêtant à Epping en hiver, c'était une aubaine dont on n'avait jamais entendu parler. Et encore un hôte qui ne marchandait pas. Elle était résolue à se montrer digne de sa bonne fortune. Dès que le jambon fut bien à point, dès que Milly, la lymphatique servante, eut été un peu réveillée par quelques injures adroitement choisies, l'hôtesse apporta nappe, assiette et verre dans la salle et commença de mettre le couvert avec le plus d'élégance possible. Quoique le feu brûlât vivement, elle constata non sans surprise que le voyageur conservait toujours son chapeau et son manteau, et regardant par la fenêtre la neige tomber dans la cour, se tenait de manière à dissimuler son visage. Ses mains toujours gantées étaient croisées derrière son dos. Il paraissait perdu dans ses réflexions. Elle remarqua que la neige fondue qui saupoudrait encore ses épaules tombait goutte à goutte sur le tapis. « Voulez-vous me permettre, monsieur, dit-elle, de prendre vos effets pour les mettre à sécher dans la cuisine ?»« Non, » répondit l'autre sans se retourner. N'étant pas sûr d'avoir bien entendu, elle allait répéter sa question quand il retourna la tête et la regardant. « Je préfère les garder, » ajouta-t-il nettement. Madame Hall observa qu'il portait de grosses lunettes bleues avec des verres sur le côté à angle droit et que d'épais favoris répandus sur le col de son vêtement empêchaient de rien voir de ses joues ni de son visage. « Très bien, monsieur, comme il vous plaira. Dans un moment, la pièce sera plus chaude. » Il ne répliqua pas et se détourna de nouveau. Madame Hall, sentant ses avances inopportunes, acheva lestement de dresser la table et s'empressa, en trottinant, de sortir. Quand elle revint, son hôte était toujours là, debout, immobile comme une statue de pierre, faisant le gros dos, le collet relevé, le bord du chapeau rabattu et dégoûtant, la figure et les yeux complètement cachés. Elle servit d'un geste important les œufs au jambon et cria plutôt qu'elle ne dit « Votre déjeuner est prêt, monsieur. » « Merci, » répondit aussitôt l'étranger. Mais il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle eût refermé la porte sur elle. Alors seulement il fit volte-face et s'approcha de la table avec une certaine impatience. Comme elle arrivait à la cuisine, en passant derrière le comptoir, Madame Hall entendit un bruit renouvelé à intervalles réguliers, tac, 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 tac. Cela se répétait toujours. C'était le bruit d'une cuillère tournant dans un bol. « Ah, cette fille !» s'écria-t-elle. « Là, j'ai tout à fait oublié la moutarde. C'est sa faute. Pourquoi est-elle toujours si lente ?» Et tout en achevant elle-même de battre la moutarde, elle lança vers Milly quelques aménités sur les inconvénients de l'indolence. N'avait-elle pas de ses mains préparé les œufs et le jambon, mis le couvert et tout fait en somme, tandis que Milly, mon Dieu, n'avait réussi qu'à l'empêcher de servir la moutarde, et cela avec un nouvel hôte qui montrait l'intention de séjourner. Alors l'hôtesse remplit le moutardier et le plaçant avec cérémonie sur le plateau à thé, noir et or, elle le porta dans le salon. Elle frappa et entra tout de suite. Aussitôt l'étranger fit un mouvement rapide.
Elle n'eut que le temps d'entrevoir un objet blanc qui disparaissait derrière la table. Le voyageur avait l'air de ramasser quelque chose sur le parquet. Ce n'est qu'après avoir déposé son plateau qu'elle remarqua que, par-dessus et chapeau, avait été ôté et placé sur une chaise devant le feu. Une paire de souliers mouillés menaçait de la rouille son garde-feu en acier. Elle s'avança résolument vers cette défroque et d'un ton qui n'admettait pas de refus. « Maintenant, sans doute, je puis prendre tout cela pour le faire sécher. »« Laissez le chapeau, » répondit le visiteur d'une voix sourde. En se retournant, elle vit qu'il avait levé la tête et qu'il la fixait. Pendant 1 minute, elle le considéra fixement, trop surprise pour dire un mot. Il tenait un linge blanc, une serviette apportée par lui, sur la partie inférieure de sa figure, de façon que sa bouche et ses mâchoires fussent complètement cachées. Cela expliquait le timbre assourdi de sa voix. Mais ce n'était pas cela qui étonnait le plus Madame Hall. En effet, tout le front du voyageur au-dessus des lunettes bleues était couvert d'un bandeau blanc. Un autre bandeau, appliqué sur les oreilles, ne laissait pas apercevoir le moindre bout de visage, si ce n'est un nez rouge et pointu, toujours aussi rouge et luisant que tout à l'heure à l'arrivée. L'homme portait une jaquette de velours foncé, avec un large collet noir, relevé autour du cou et laissant passer une ligne de linge. La chevelure, épaisse et brune, qui s'échappait au hasard en petites queues, en petites cornes singulières, de dessous les 2 bandeaux croisés, donnait à la physionomie l'aspect le plus étrange que l'on pût imaginer. Cette tête, enveloppée, emmitouflée, était si différente de ce qu'avait prévu Madame Hall que celle-ci, pendant un moment, demeura pétrifiée. Lui n'écartait point sa serviette. Il continuait à la tenir sous son nez, ainsi qu'elle le voyait maintenant, d'une main gantée de marron, et de ses verres impénétrables, il la regardait. « Laissez le chapeau », répétait-il, parlant indistinctement à travers sa serviette blanche. Les nerfs de Madame Hall commençaient à se remettre de la secousse éprouvée. Elle laissa le chapeau sur la chaise auprès du feu. « Je ne savais pas, monsieur, que... » Et elle s'arrêta, tout embarrassée. « Je vous remercie, » fit-il sèchement. Ses regards allaient alternativement d'elle à la porte. « Je vais les faire bien sécher tout de suite, » dit-elle, en sortant de la pièce avec les vêtements. Elle lança un dernier coup d'œil vers cette tête emmaillotée de blanc, vers ses lunettes sans expression. La serviette cachait toujours la figure. Elle frissonna un peu quand elle eut fermé la porte derrière elle, et son visage exprimait bien toute sa surprise, toute sa perplexité. « Non, jamais, je n'ai, » dit-elle tout bas. Elle retourna tout doucement à la cuisine, trop préoccupée pour demander à Milly ce que celle-ci fricotait juste à ce moment. Le voyageur s'assit et tendit l'oreille au bruit des pas qui s'éloignaient. Avec inquiétude, il regarda du côté de la fenêtre avant d'écarter sa serviette. Puis il reprit son repas. Il avala une bouchée, jeta vers la croisée un nouveau regard de méfiance, mangea une autre bouchée, puis il se leva et, tenant à la main sa serviette, il traversa la chambre et abaissa le store jusqu'à la hauteur du rideau de mousseline qui couvrait les carreaux du bas. La pièce fut plongée dans une demi-obscurité. Après quoi il revint, l'air plus tranquille, à la table et au repas. « Le pauvre homme a eu un accident ou une opération, quelque chose, » se dit Madame Hall. « Mon Dieu, quelle peur il m'a faite avec tous ces bandeaux !» Elle raviva le feu, ouvrit un chevalet et étendit dessus les vêtements de son hôte. Et ses lunettes! À coup sûr, il avait l'air d'un scaphandrier plutôt que d'un homme ordinaire. Elle pendit le cache-nez à un coin du support. Et il tient tout le temps ce mouchoir sur sa bouche. Il parle à travers. Peut-être aussi a-t-il quelque chose à la bouche, qui sait? Elle tourna sur elle-même comme frappée d'un brusque souvenir. « Que Dieu me bénisse !» s'écria-t-elle en changeant subitement de sujet. « N'avez-vous pas encore fait ces pommes de terre, Milly ?» Lorsque Madame Hall vint pour desservir le déjeuner de l'étranger, elle fut confirmée dans son idée qu'il devait avoir eu la bouche blessée et déformée par un accident. En effet, il fumait une pipe et, pendant tout le temps qu'elle resta dans la pièce, il ne se sépara point pour porter le tuyau à ses lèvres
du foulard de soie dont il avait enveloppé la partie inférieure de sa figure. Pourtant, ce n'était pas distraction, car elle le vit surveiller le tabac qui allait s'éteindre. Il était dans un coin, le dos tourné au store, et, ayant bien mangé et bien bu, s'étant bien réchauffé, il parlait d'un ton moins bref. Le reflet de la flamme prêtait à ses grosses lunettes une sorte de rougeoiement qu'elle n'avait pas eu jusqu'alors. « J'ai des bagages à la gare de Bromlehurst, » dit-il, et il demanda comment il pourrait se les faire envoyer. Très poliment, il inclina sa tête emmaillotée pour remercier Madame Hall de ses explications. « Demain, dit-il. N'est-il pas possible d'avoir cela plus rapidement ? » Il parut contrarié quand elle lui répondit que non. En était-elle bien sûre ? N'y avait-il pas un homme qui voulût y aller avec une charrette ? Madame Hall, sans hésiter, lui expliqua les difficultés du pays, et la conversation s'engagea. « Il y a, monsieur, une route très montante par la dune, » dit-elle pour écarter l'idée de la voiture. Puis, allant au-devant d'une confidence, une voiture y avait versé, un peu plus d'1 an auparavant. Un monsieur avait été tué, sans compter le cocher. Les accidents, monsieur, arrivent si vite, n'est-ce pas ? Mais le visiteur n'était pas si commode à mettre en train. « Oui, en effet, » dit-il à travers son foulard, en observant tranquillement Madame Hall à l'abri de ses verres impénétrables. « Sans compter qu'il faut longtemps encore pour se rétablir, n'est-ce pas ? Tenez, mon neveu Tom, il s'est coupé au bras en jouant avec une faux, en tombant dessus dans un champ où l'on faisait les foins. Dieu me pardonne. Il est resté 3 mois, monsieur, sans pouvoir rien faire. C'est à ne pas le croire. J'ai toujours depuis lors grand peur des faux. » « Je comprends cela. Nous avons craint une fois qu'il n'eût à subir une opération. Il était si mal, monsieur. » Le visiteur éclata brusquement d'un rire qu'il parut réprimé et étouffé dans sa bouche. « Ah, vraiment ?» fit-il. « Oui, monsieur. Et il n'y avait pas de quoi rire, occupé de lui comme je l'étais, parce que ma sœur avait assez de besogne avec son petit monde. Il y avait des pansements à faire, défaire, en sorte que, si j'osais le dire, monsieur, voulez-vous me donner des allumettes ?» fit brusquement l'étranger. Ma pipe est éteinte. Madame Hall fut arrêtée net. Cela était vraiment malhonnête de la part de ce monsieur après qu'elle venait de lui dire tout ce qu'elle avait eu d'ennui. Elle le dévisagea un moment interloqué, puis elle se rappela les 2 souverains donnés à l'arrivée, et cela fit qu'elle alla chercher des allumettes. « Merci, » fit-il quand elle lui en apporta. Et il se détourna de nouveau pour regarder par la fenêtre. Évidemment, il était chatouilleux sur la question des opérations et des pansements. Elle n'osa plus rien dire, mais cette manière de la rudoyer l'avait irritée. Milly eut lieu de s'en apercevoir pendant l'après-midi. Le voyageur resta dans le salon jusqu'à 4 heures, sans donner à son hôtesse prétexte à y entrer. Il demeura presque continuellement immobile, sans doute assis, dans l'obscurité croissante, fumant à la lueur du foyer, ou peut-être sommeillant. 1 ou 2 fois, quelque oreille attentive l'aurait entendu tisonner. Après cela, pendant 5 minutes, il arpentait la pièce. Il semblait se parler à lui-même. Puis le fauteuil craquait. Il venait de se rasseoir. Chapitre 2. Les premières impressions de Teddy Humphrey. À 4 heures, il faisait tout à fait sombre. Au moment où Madame Hall prenait son courage à 2 mains pour aller demander à son hôte s'il désirait du thé, Teddy Humphrey, le petit horloger, entra dans le bar. « Vrai, Madame Hall, voilà un fichu temps pour des bottines légères. » La neige tombait de plus en plus fort. Madame Hall acquiesça d'un hochement de tête et remarqua que Teddy avait sa trousse avec lui. « Pendant que vous êtes là, monsieur Teddy, je vous serais obligé de vouloir bien donner à la vieille pendule dans le salon un petit coup d'œil. Elle marche et elle sonne bien, mais la petite aiguille s'obstine à marquer 6 heures. » Lui montrant le chemin, elle se dirigea vers la porte du salon, elle frappa et entra. Son hôte, elle le vit en entrant, était assis dans le fauteuil devant le feu, assoupi à ce qu'il semblait.
Sa tête emmaillotée s'inclinait de côté. Pour toute lumière dans la chambre, la lueur rougeâtre qui venait du foyer. Tout était ou violemment éclairé, ou tout à fait sombre. Elle avait d'autant plus de peine à rien distinguer qu'elle venait précisément d'allumer la lampe du bar et que ses yeux étaient encore éblouis. Et pendant une seconde, il lui parut que l'homme qu'elle regardait avait une bouche énorme, béante, une bouche invraisemblable, qui mangeait tout le bas de sa figure. Ce fut une image instantanée, une tête enveloppée de blanc, de gros yeux à fleur de front, et au-dessous un large four. Alors il bougea, il se redressa sur son siège, il leva la main. Ayant ouvert la porte toute grande pour que la chambre fût mieux éclairée, Madame Hall le vit plus nettement. Il tenait un foulard sur sa figure, tout comme elle l'avait vu auparavant tenir sa serviette. L'obscurité, pensa-t-elle, l'avait trompée. « Est-ce que vous voudriez bien permettre que monsieur vienne arranger l'horloge » dit-elle en surmontant son trouble. « Arranger l'horloge » répéta le voyageur, jetant autour de lui des regards endormis et parlant par-dessus sa main. Puis, tout à fait réveillé, « Mais certainement. » Madame Hall sortit pour prendre une lampe. Lui se leva et s'étira. Alors, la pièce éclairée, M. Teddy Henfrey se trouva face à face avec l'homme au bandeau. Il en fut, disait-il, tout chose. « Bonjour, » lui dit l'étranger en le fixant, avec des yeux de langouste, selon l'expression pittoresque de M. Henfrey, qui désignait ainsi les lunettes aux verres fumés. « J'espère, » dit celui-ci, « que je ne vous gêne pas. »« Non, pas du tout, » répondit l'étranger. « Pourtant j'entends, » et il se tournait vers Madame Hall, « que cette pièce soit bien à moi pour mon usage particulier. »« Je pensais, monsieur, que vous préféreriez que l'horloge... »« Certainement, certainement. Mais règle générale, je désire être seul et que l'on ne me dérange pas. » Il fit volte-face, les épaules à la cheminée, les mains derrière son dos. « Et maintenant, » ajouta-t-il, « quand la réparation sera faite, je voudrais avoir du thé, mais pas avant que la réparation soit terminée. » Madame Hall était sur le point de sortir. Cette fois, elle n'essaya pas d'engager la conversation pour ne pas s'exposer à être rabrouée devant M. Henfrey. Lorsque le client lui demanda si elle avait pris ses dispositions au sujet des malles restés à Bromlehurst, elle répondit qu'elle avait parlé au facteur et que le voiturier les apporterait le lendemain. « Êtes-vous sûr que ce soit le moyen le plus rapide ?» Elle en était sûre, elle l'affirma avec froideur. « C'est que voyez-vous, je vais vous expliquer ce que je n'ai pas pu vous dire plus tôt parce que j'étais trop gelé et trop fatigué. Je suis un travailleur, un homme de laboratoire. »« Ah, vraiment, monsieur ?» fit Madame Hall, très intéressée. « Et mes bagages contiennent des appareils, un matériel. Toute chose bien utile, sans doute. »« Naturellement, je suis impatient de poursuivre mes recherches. »« Naturellement, monsieur. »« Ma raison de venir à Epping, continua-t-il d'un ton assez délibéré, était le désir de la solitude. Je tiens à n'être pas troublé dans mon travail. En plus, d'ailleurs, de mon travail, un accident qui m'est arrivé, je le pensais bien, se dit Madame Hall, exige une certaine retraite. Mes yeux sont quelquefois si affaiblis et si douloureux que je dois m'enfermer dans l'obscurité des heures entières, m'enfermer à clé. Cela de temps à autre. Pas pour le quart d'heure toutefois. À ces moments-là, le moindre dérangement, par exemple, l'entrée de quelqu'un dans ma chambre, est pour moi une cause de véritable torture. Il est bon que cela soit entendu. « Parfaitement, monsieur. Si j'osais me permettre de demander... »« C'est bien tout, je crois, » dit l'étranger de ce ton tranquille et sans réplique qu'il savait prendre pour couper court aux interrogations. Madame Hall dut garder sa question et sa pitié pour une circonstance meilleure. Quand elle eut quitté la pièce, il resta debout devant le foyer, attentif, M. Henfrey le rapporta, à la réparation de l'horloge.
M. Henfrey travaillait, une lampe posée tout près de lui. L'abat-jour vert jetait une lumière plus vive sur ses mains, sur le cadran et sur les petits trous de l'horloge, laissant dans l'ombre le reste du salon. Lorsqu'il leva la tête, sa vue d'abord fut troublée par les reflets colorés. Curieux de sa nature, il avait démonté les pièces, chose parfaitement inutile, avec l'idée de retarder son départ et d'arriver ainsi peut-être à engager la conversation avec l'étranger. Mais celui-ci demeurait silencieux et immobile. Si bien immobile que cela finit par agacer Henfrey. Il eut l'impression d'être seul et regarda. Grise et peu éclairée se dressait l'énorme tête à bandeaux, qu'il examinait avec ses grosses lunettes sombres, obscurcies d'une buée verdâtre. Cela devint pour Henfrey si insupportable que pendant une minute ils demeurèrent tous deux à se considérer d'un air confus. Puis Henfrey baissa les yeux. Situation vraiment bien gênante. Il eût aimé à dire quelque chose. Convenait-il de faire observer que le temps était bien froid pour la saison? Il se redressa comme pour choisir l'instant de placer cette remarque. « Le temps ?» commença-t-il. « Pourquoi ne terminez-vous pas et ne partez-vous pas ?» dit la figure rigide, évidemment en proie à une fureur difficilement contenue. « Tout ce que vous êtes parvenu à faire, c'est de resserrer l'aiguille sur le cadran. Vous vous moquez du monde ? Bien, monsieur. Une seule minute encore, je revoyais avec soin. » Monsieur Henfrey finit sa besogne et s'en alla. Mais il s'en alla extrêmement contrarié. « Sacrebleu !» se disait-il en traversant à pied le village au milieu d'une rafale de neige. « Il y a des fois où il faut bien arranger une horloge tout de même. Puis, un homme n'a-t-il donc pas le droit de vous regarder, vilain singe? Et encore, non, à ce qu'il paraît, la police serait assez trousse qu'il ne serait pas mieux enveloppé, mieux entortillé. » Au coin de la rue, devant chez Gleason, il vit Hall, qui avait depuis peu épousé la patronne de l'auberge et qui maintenant conduisait la voiture à volonté, Deeping, à l'embranchement de Cider Bridge, quand par hasard quelqu'un en avait besoin. Hall se dirigeait vers lui, revenant de la gare. À n'en pas douter, il s'était arrêté un brin à Cider Bridge. Il suffisait pour en être sûr de le voir conduire. « Comment va Teddy ?» demanda-t-il en passant. « Ah, vous avez chez vous un drôle de corps. » Hall, sans se faire prier, arrêta son cheval. « Quoi donc ? » ?»« Un client qui a l'air bien original est descendu chez vous, mon vieux. » Et Teddy commença de faire à Hall une description pittoresque de l'hôte bizarre de sa femme. « Il a un peu l'air d'un déguisé. Moi, je tiendrais à voir la figure d'un homme si j'avais à le loger dans mon établissement. Mais les femmes sont si pleines de confiance dès qu'il s'agit d'étrangers. Hall, il s'est installé chez vous et il n'a même pas encore donné de nom. »« Vraiment ?» répondit Hall, qui avait l'intelligence plutôt paresseuse. « Parfaitement, » reprit Teddy. « Il a loué à la semaine et vous ne serez pas débarrassé de lui avant 8 jours. Et il traîne un tas de bagages qui arriveront demain, à ce qu'il dit. Espérons, Hall, que ce ne sont pas seulement des caisses remplies de cailloux. » Il raconta comment sa tante, à Hastings, avait été refaite par un étranger dont les valises étaient vides. Bref, il laissa Hall vaguement inquiet. « Donc, » fit celui-ci, « il faut que j'y aille voir. » Teddy poursuivit sa route, l'esprit tout à fait soulagé. Au lieu d'y aller voir, Hall, à son retour chez lui, fut sévèrement attrapé par sa femme pour le temps qu'il avait passé à Cider Bridge. Ses questions timides furent accueillies avec aigreur, sans qu'elle répondît à l'objet de ses préoccupations. Mais en dépit des rebuffades, la graine de méfiance semée par Teddy germait dans sa cervelle. « Vous ne savez pas tout, vous autres femmes ?» dit M. Hall, résolu à être renseigné le plus tôt possible sur la qualité de son hôte. Dès que l'étranger fut couché vers 9h30, M. Hall entra, l'air agressif, dans le salon. Et il examina d'un œil soupçonneux le mobilier de sa femme pour bien affirmer que l'étranger n'était pas le maître dans la place. Il reluqua, non sans un peu de mépris, une feuille d'opération mathématique oubliée par l'autre. En se retirant, il recommanda à Madame Hall de veiller de très près aux bagages quand ils arriveraient le lendemain.
« Occupez-vous de vos affaires, Hall, » répliqua celle-ci. « Moi, je m'occuperai des miennes. » Elle était d'autant plus portée à quereller son mari que l'étranger était évidemment un voyageur extraordinaire et que, au fond, elle ne se trouvait pas du tout rassurée sur son compte. Au milieu de la nuit, elle s'éveilla en sursaut, rêvant de grosses têtes blanches comme des navets, montées sur des coups sans fin, avec de gros yeux noirs qui s'avançaient vers elle en rampant. Mais, femme de bon sens, elle maîtrisa ses terreurs, se retourna et se rendormit. Chapitre 3. Les 1001 bouteilles. C'est le 29 février, au commencement du dégel, que le singulier personnage était tombé des nues à Iping. Le lendemain, on apporta ses bagages, à travers la neige fondue. C'étaient des bagages bien remarquables. Il y avait 2 malles, telles que le premier venu peut en posséder, mais en outre il y avait une caisse de livres gros et lourds, dont quelques-uns couverts d'un grimoire manuscrit incompréhensible, et une douzaine ou plus de mannes, de boîtes, de coffres contenant certains objets enveloppés dans de la paille, des bouteilles de verre, à ce qui parut à Hall, lequel, curieux, arrachait la paille comme par hasard. L'étranger, bien emmitouflé avec son chapeau, son pardessus, ses gants, son cache-nez, avait manifesté l'intention d'aller au-devant de Fearenside et de sa voiture, tandis que Hall, cherchant l'occasion d'offrir son aide, risquait quelques mots de bavardage. Il sortit, sans prendre garde au chien de Fearenside, qui flairait en amateur les jambes de Hall. « Allez, arrivez donc avec ces caisses, vous m'avez assez fait attendre. » Et il descendit le perron, se dirigeant vers l'arrière du chariot, comme pour mettre la main sur la malle la plus petite. Le chien de Fearenside ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se hérissa et se prit à grogner d'une manière farouche. L'autre avait à peine fait les premiers pas que l'animal sauta d'abord d'une façon inquiétante, puis s'élança bientôt sur la main. « Oust !» cria Hall, en reculant car il n'était pas brave. Fearenside hurla « Allez, couchez !» et prit son fouet. Tous deux virent les dents du chien effleurer la main. La bête exécuta un saut de côté et saisit la jambe de l'étranger. Le pantalon se déchira avec un bruit sec. Alors la fine pointe du fouet de Fearenside atteignit le coupable, et celui-ci, aboyant de peur, se réfugia sous la voiture. Cela fut l'affaire d'une demi-minute. Personne n'avait parlé. Tout le monde avait crié. L'étranger jeta un coup d'œil sur son gant déchiré, sur sa jambe, fit comme s'il voulait se baisser, puis se redressa brusquement et franchit le perron pour rentrer dans l'auberge. On l'entendit traverser précipitamment le corridor et grimper jusqu'à sa chambre l'escalier sans tapis. « Ah, la sale bête !» fit Fearenside, sautant de la voiture avec son fouet à la main, tandis que le chien sous la voiture le suivait du regard. « Ici, ici !» Hall était resté bouche béante. « Il aura été mordu, dit-il, je ferais bien d'y aller moi-même. » Il suivit l'étranger. Dans le couloir, il rencontra Madame Hall et lui apprit le méfait du chien. Il monta rapidement l'escalier. La porte du voyageur était entrebâillée, il la poussa, l'ouvrit et entra sans cérémonie. La nature l'avait fait d'humeur familière. Le store baissé, la pièce était sombre. Il ne fit qu'apercevoir une chose tout à fait singulière, comme un bras sans main s'agitant dans sa direction, et une figure à peine indiquée par 3 gros points noirs sur du blanc, pareil aux taches marquées sur une pensée jaune. En même temps, il recevait un coup violent à la poitrine. Il était rejeté en arrière, la porte lui retombait sur le nez, la clé tournait dans la serrure. Tout cela fut si rapide qu'il ne put rien distinguer. Des formes vagues en mouvement, une poussée, un choc, rien de plus. Il resta abasourdi sur le palier obscur, se demandant avec terreur ce qui s'était passé. 2 minutes et il rejoignit le petit groupe qui s'était réuni devant la maison. Il y avait là Fearenside racontant pour la seconde fois l'incident du chien. Il y avait là Madame Hall, se plaignant que ce chien mordit ses voyageurs. Il y avait là en curieux Huckster, le boutiquier d'en face, et en arbitre, Sandy Wadgers, qui venait de sa forge.
puis des femmes et des enfants, tous parlant à tort et à travers. Je ne me laisserai pas mordre, moi, je vous en réponds. Il devrait être défendu d'avoir de pareils animaux. Mais pourquoi l'a-t-il mordu? Et le reste à l'avenant. M. Hall, qui les examinait et les écoutait du perron, n'était plus sûr maintenant d'avoir vu là-haut quelque chose de si étrange. D'ailleurs, son vocabulaire était trop limité pour lui permettre de traduire ses impressions. « Il prétend n'avoir besoin de personne, » répondit-il à une question de sa femme. « Il vaudrait mieux rentrer ses bagages à l'intérieur. »« Il aurait dû cautériser la plaie immédiatement, » prononça M. Huxter, « surtout si elle est à vif. »« Moi, je tuerais la bête, voilà ce que je ferais, » dit une femme dans le groupe. Tout à coup, le chien se mit à grogner de nouveau. « Venez donc, allons !» cria sous la porte une voix courroucée. L'inconnu était bien là, bien enveloppé, le col relevé, le bord du chapeau rabattu sur les yeux. Plus vite vous aurez rentré tout cela, plus je serai content. Il est établi par le témoignage universel qu'il avait changé de pantalon et de gants. « Êtes-vous blessé, monsieur ?» demanda Fearenside. « Je suis tout à fait désolé que cet animal... » « Non, pas du tout, il ne m'a pas entamé la peau. Allons vite, dépêchez-vous. » Puis il grommela quelque chose, affirma M. Hall. Dès que la première manne eut été, conformément à ses ordres, apportée dans le salon, l'étranger se jeta dessus avec une ardeur incroyable et en commença le déballage, éparpillant la paille, sans égard pour le tapis de Mme Hall. Il en tira des bouteilles. Des bouteilles petites et ventrues contenant des poudres, des bouteilles petites et longues contenant des liquides colorés ou incolores, des bouteilles clissées en verre bleu étiquetées « poison », des bouteilles à panse ronde et à col élancé, d'énormes bouteilles en verre vert, d'énormes bouteilles en verre blanc, des bouteilles avec des bouchons de cristal et des étiquettes, des bouteilles avec des bouchons de liège, des bouteilles avec des bondes, des bouteilles à chape de bois, des bouteilles à vin, des bouteilles à huile, etc. Il les mettait en rang sur le chiffonnier, sur la cheminée, sur la table devant la fenêtre, sur le parquet, sur les rayons à livres, partout, partout. Le pharmacien de Bramblehurst n'aurait pu se vanter d'en posséder autant dans sa boutique. C'était une vraie curiosité. Les mannes, les unes après les autres, produisaient toujours des bouteilles. Enfin, quand tout cela fut vidé, la paille d'emballage montait à la hauteur de la table. Les seules choses qui sortirent de là avec des bouteilles, ce furent un grand nombre d'éprouvettes, de tubes et une balance soigneusement empaquetée. Le contenu de ces paniers n'était pas plutôt déballé que l'étranger vint à la fenêtre et se mit à l'ouvrage, sans prendre souci le moins du monde ni de la paille sur laquelle il marchait, ni du feu qui était éteint, ni de la caisse de livres, ni des malles que l'on avait aussi montées. Quand Mme Hall lui apporta son dîner, il était déjà absorbé par son travail et occupé à verser dans des tubes quelques gouttes de ses bouteilles. Il l'entendit seulement après qu'elle eut balayé le plus gros et posé le plateau sur la table, non peut-être sans quelque mauvaise humeur causée par l'état dans lequel elle voyait son plancher. À ce moment, il remua la tête et tout aussitôt se retourna. Elle vit du moins qu'il avait ôté ses lunettes. Elle était à côté de lui sur la table. Il lui sembla que ses orbites étaient singulièrement creuses. Il reprit ses verres, pivota et lui fit face. Elle allait se plaindre de la paille qui jonchait le plancher lorsqu'il la devança. « Je vous prie de ne jamais entrer sans frapper, » lui dit-il avec une exaspération anormale qui paraissait chez lui caractéristique. « J'ai frappé, probablement que... Peut-être bien. Mais dans mes recherches, des recherches vraiment très urgentes et très importantes, le plus léger trouble, le bruit d'une porte, je suis obligé de vous demander... »« Parfaitement, monsieur. S'il en est ainsi, vous pouvez fermer à clé, n'est-ce pas? Quelquefois... » « Bonne idée, » répliqua l'étranger. « Cette paille, si j'osais observer, inutile. Si cette paille vous gêne, portez-la sur la note. » Et il murmura quelques mots entre ses dents, des mots suspects, comme des malédictions. Il était là, debout, si bizarre, si agressif, une bouteille dans une main,
un tube dans l'autre, que Madame Hall eut une sorte d'inquiétude. Mais c'était une femme résolue. « En ce cas, je désirerais savoir, monsieur, à combien vous estimez 1 shilling, mettez 1 shilling. »« C'est assez, n'est-ce pas, 1 shilling ?»« Soit !» dit Madame Hall, prenant la nappe et commençant à l'étendre sur la table. Il s'assit, le dos tourné, ne montrant plus que le col de son paletot. Il travailla jusqu'au soir, la porte fermée à clé, et, ainsi qu'en témoigna Madame Hall, silencieusement presque tout le temps. Une fois pourtant, il eut un choc de bouteilles heurtées les unes contre les autres, comme si la table avait été bousculée, suivi d'un fracas de verre brisé sur le plancher. Puis des pas à travers la chambre. Craignant quelque malheur, Madame Hall vint écouter à la porte, sans oser frapper. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.